Choisir un écran peut être un véritable parcours du combattant entre les différentes technologies, les définitions, les fréquences et la densité de pixels. C'est particulièrement dur de faire un choix et vu que c'est souvent un investissement sur le long terme, parce qu'en général on garde son écran plus de 5 ans, on a souvent peur de faire le mauvais choix. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les différentes technologies de dalle entre l'IPS, VA, l'OLED et le mini LED. Je vais aussi vous guider pour faire votre choix de définition entre 1080p, 1440p et 4K en fonction de votre config. Et pour finir, je vais vous proposer la sélection des meilleurs écrans en fonction des technologies dalle et des différentes définitions afin que vous sachiez quel écran choisir. Les écrans que je propose sont des écrans où j'ai pu récupérer des tests, que ça soit sur la chaîne Hardware Unboxed, Optimum ou Airthings pour vérifier que c'est bien des écrans de qualité. Et avant d'aller plus loin, on va parler du sponsor de cette vidéo, Keyswords, qui est une amélioration du précédent site KeysFans. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés OEM Windows 11, Windows 10, etc. à un prix beaucoup moins cher que sur le Windows Store. Mais vous pouvez aussi acheter des clés pour la suite bureautique Microsoft Office et d'autres logiciels. Au passage, comme le support de Windows 10 arrive à son terme, je ne peux que vous recommander d'acheter les clés Windows 11. Donc pour acheter une clé Windows, rien de plus simple, il suffit d'aller chercher la clé qui vous intéresse, par exemple Windows 11 professionnel, la mettre dans votre panier et d'ajouter le code LLT25 pour profiter d'une réduction de 25%. Vous pouvez utiliser le moyen de paiement de votre choix, par exemple PayPal. Une fois que c'est payé, vous recevrez la clé par email en moins de 5 minutes. Il vous suffit juste d'activer Windows avec votre clé. Si vous avez le moindre souci, vous pouvez contacter le support Keyswords qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'ensemble des liens sont en description. Allez, on commence avec les technologies de dalle existantes pour les écrans PC. Alors en premier lieu, on a les dalles TN et on va faire court parce que c'est un type de dalle que je ne recommande pas. Elle a beaucoup trop de défauts et maintenant plus aucun intérêt particulier. Parmi les défauts, on peut noter des couleurs assez ternes en général et un angle d'affichage très restreint, ce qui fait qu'il faut absolument éviter les dalles trop grandes car on a vite des couleurs délavées sur le bord de l'écran. Autre point négatif, le taux de contraste relativement faible, ce qui fait qu'on se retrouve avec des noirs plutôt proches du gris foncé que vraiment noir. Pour les points positifs, on a la réactivité et le prix. Pour la réactivité, les dalles IPS et OLED sont de nos jours largement égales voire supérieures aux dalles TN, donc ce n'est plus vraiment un argument pour ce type de dalle. L'autre point positif, c'est le prix, mais vous allez le voir, on peut trouver des dalles IPS à moins de 100 € sans problème. Du coup, ici aussi, c'est plus vraiment un argument valable. Passons à la dalle VA, c'était un type de dalle très intéressante avant l'arrivée des dalles OLED parce que c'était l'unique type de dalle qui proposait un taux de contraste particulièrement élevé, à savoir en moyenne du 4000 pour 1, donc bien supérieur aux dalles TN avec leur taux de contraste entre 800 pour 1 et 1000 pour 1. Par contre, pour ce qui est des défauts, on a des angles d'affichage moyens, bien que meilleurs que les dalles TN, et une réactivité plutôt médiocre avec souvent du dark smearing. Alors le dark smearing, c'est quoi? Eh bien c'est ça, une sorte de traînée noire sur les objets en mouvement. C'est plus ou moins visible en fonction de la qualité de la dalle VA. La troisième technologie, c'est la dalle IPS. Cette dalle est finalement la digne remplaçante des dalles TN, déjà parce qu'elle profite d'une meilleure réactivité que les dalles VA en général. En prime, elle a d'excellents angles d'affichage avec des couleurs qui ne délavent pas sur les bords de l'écran. Mais évidemment, cette technologie n'est pas parfaite non plus parce que parmi les faiblesses, on peut compter un taux de contraste assez faible, en moyenne un peu au-dessus de 1000 pour 1, donc bien en deçà des dalles VA et un peu meilleur que les dalles TN. L'autre défaut, c'est l'IPS Glow, en gros des halos lumineux qu'on peut voir à différents endroits de l'écran sur des zones très sombres. Alors ici, je vous montre l'IPS Glow de manière exagérée en accentuant l'exposition de l'image, mais en fonction de la qualité de la dalle, ça sera tout de même plus ou moins visible à l'usage dans des jeux relativement sombres comme des jeux d'horreur par exemple. On enchaîne avec les dalles OLED, c'est la technologie de dalle la plus récente pour les écrans PC et elle évolue extrêmement vite. On est déjà à la 4e génération de dalles avec les dalles WOLED, communément appelées Tandem, qu'on retrouve chez Asus et Gigabyte pour le moment. Alors pour les dalles OLED, on a deux sous-catégories de dalles, les dalles WOLED et les dalles QD-OLED. Pour faire court et rapide, la dalle WOLED profite en général d'un meilleur rendu en HDR comparé à la dalle QD-OLED avec une meilleure uniformité de la luminosité due à sa structure de sous-pixels. Avant la 4e génération
génération de dalles WOLED, on avait en général des dalles mat pour les WOLED et des dalles glossy pour les QD-OLED, avec quelques exceptions évidemment. Les dalles QD-OLED ont un rendu des couleurs plus punchy grâce à une couverture colorimétrique plus élevée que les dalles WOLED. Alors après on chipote un peu parce que les dalles WOLED ont déjà un rendu excellent. Pour revenir aux dalles OLED en général, elles profitent donc d'une couverture colorimétrique très élevée, ce qui donne du coup un aspect souvent saturé des couleurs, plus punchy et flatteur, mais tout le monde n'aime pas, en tout cas rassurez-vous, ça peut toujours être réglé. L'autre avantage des dalles OLED, c'est sa réactivité, c'est simple, la transition d'une couleur vers une autre est quasi instantanée et peu importe le taux de rafraîchissement, là où les autres technologies ne réagissent pas de la même manière en fonction du taux de rafraîchissement. Donc c'est particulièrement efficace lorsqu'on active le VRR ou Variable Refresh Rate. Mais évidemment, aucune technologie de dalle n'est parfaite, du coup la dalle OLED a bien entendu des défauts, et le premier défaut, mais qui tend à disparaître avec la dernière génération de dalles, c'est le niveau de luminosité. L'OLED est plus en retrait par rapport aux autres technologies de dalles, on parle de 250 nits en moyenne contre 400 nits pour les autres technologies de dalles. C'est pas vraiment un souci si vous jouez dans une pièce relativement sombre, mais si vous jouez dans une pièce très lumineuse avec le soleil qui tape directement sur l'écran, ça peut être limite. Mais les dalles WOLED de 4ème génération affichent un meilleur taux de luminosité avec du 330 nits, donc on peut commencer à relativiser. Un autre défaut de l'OLED, c'est le flickering. Lorsqu'il y a de gros changements d'FPS, certaines dalles se mettent à scintiller, et bien que je n'ai pas vu de testeurs en parler particulièrement, sur Reddit j'ai vu pas mal de posts en parler. Ensuite, en termes de défauts, on a la structure des sous-pixels. En effet, les dalles OLED ont une structure différente des écrans LCD classiques. En gros, les pixels rouge, bleu et vert ne sont pas organisés de la même manière, ce qui a pour effet d'avoir des artefacts, notamment autour du texte. Particulièrement visible sur les écrans 1440p OLED, la dernière génération de dalles WOLED améliore le problème mais ne le corrige pas entièrement non plus. Pour les écrans 4K, vu la densité de pixels, ce n'est pas vraiment un souci. Pour finir, le plus gros défaut de l'OLED, impossible de passer à côté, c'est le burn-in. En gros, plus vous affichez du contenu statique longtemps sur l'écran et plus les LED vont se dégrader et donc marquer l'image. Alors quand on dit contenu statique longtemps, je parle de plusieurs milliers d'heures avant que ça pose vraiment souci, mais de manière générale, si vous travaillez principalement sur votre PC et que vous jouez que de temps en temps, je vous déconseille l'OLED. Par contre, si vous passez principalement votre temps à jouer ou à regarder des vidéos YouTube, Twitch, etc., ça ne posera pas souci. Du coup, je vous ai mis en description un lien vers une vidéo d'Hardware Unboxed où il teste un écran OLED dans les pires conditions possibles pour mesurer la vitesse de dégradation, et spoiler alert, il faut vraiment bourriner l'écran pour que ça pose vraiment souci, donc globalement ce n'est pas si fragile que ça. Passons à la dernière technologie de dalle, le mini LED. Cette technologie commence à faire de plus en plus parler d'elle ces derniers temps. Elle utilise des dalles LCD classiques mais avec un backlight multizone. Alors le backlight multizone existait déjà sur des technologies comme l'IPS par exemple, mais on n'avait souvent qu'une poignée de zones. Sur les écrans mini LED, on parle pour certains écrans de 1152 zones. L'avantage, c'est de permettre principalement d'afficher du contenu HDR avec un haut niveau de qualité, donc bien mieux que ce que proposent les dalles IPS et VA classiques. C'est pas au niveau de l'OLED non plus, mais on commence à s'en approcher sérieusement. L'avantage aussi, c'est que l'écran ne craint pas le burn-in, puisqu'il utilise une dalle LCD classique, donc IPS ou VA. C'est donc une technologie de dalle particulièrement intéressante si vous travaillez beaucoup sur votre PC en plus de jouer. Alors maintenant qu'on a parlé en détail de toutes les technologies, leurs points forts et leurs points faibles, voici mes recommandations. Si vous avez un petit budget et que vous voulez un écran correct avec la possibilité de jouer à des jeux compétitifs dans de bonnes conditions, partez sur la dalle IPS. C'est des dalles qui sont maintenant peu chères et qui font vraiment le job. Le taux de contraste est maintenant largement satisfaisant comparé à il y a 5 ans. J'ai testé l'écran KTC H27E6 et franchement en termes de contraste et d'IPS Glow, ça n'a strictement rien à voir avec mon écran Dell que j'ai acheté il y a 5 ans maintenant. Ensuite, si vous avez plus de budget mais que vous travaillez beaucoup sur votre PC, par exemple vous êtes illustrateur, monteur vidéo, artiste 3D ou encore développeur, l'écran mini LED peut être intéressant parce que vous pouvez profiter d'un meilleur écran, notamment avec une qualité HDR bien au-dessus des dalles IPS et VA classiques, le tout sans risque de burn-in ni de problème de clarté de texte. Pour finir, si vous avez encore plus de budget et que vous voyez l'achat d'un écran comme un investissement long terme, sans oublier que vous utilisez votre PC principalement pour jouer ou consommer du contenu type YouTube, Twitch, etc., alors partez sur l'OLED. Le principal vrai défaut de l'OLED, c'est le burn-in, mais il a été démontré qu'il faut beaucoup
d'heures de contenu statique pour vraiment commencer à le voir, et on commence à avoir assez de recul maintenant pour dire qu'un écran OLED utilisé principalement pour jouer n'aura pas de problème de burn-in avant de nombreuses années. Sans compter que les écrans QD-OLED par exemple commencent à vraiment devenir plus abordables. On en trouve entre 400 et 500 € pour des écrans 27 pouces en 1440p. Pour ce qui est des écrans TN et VA, ce n'est pas vraiment des écrans que je recommande, à part certaines dalles VA Samsung qui profitent d'une réactivité à la hauteur des dalles IPS, mais pour le coup ça nécessite de bien se renseigner. Parlons maintenant de la définition. 1080p, 1440p ou 4K, qu'est-ce qu'on choisit? Eh bien c'est surtout votre carte graphique qui va dicter le choix. Si vous avez une petite config un peu ancienne, je dirais 1080p c'est l'idéal. Alors pourquoi? Parce que ça vous permettra de ne pas dépenser trop cher dans votre écran, puisque vous allez probablement vouloir le changer lorsque vous voudrez upgrade votre config et donc partir sur du 1440p ou 4K. L'autre avantage, c'est si vous ne souhaitez pas upgrader votre config avant 2-3 ans, parce que en restant sur une petite résolution, votre configuration souffrira moins sur les futurs jeux aussi. Et puis globalement, cet écran pourra vous servir en tant que second écran lorsque viendra le temps d'upgrader votre config et par extension probablement changer de définition d'écran. Et dernier avantage, mais un peu plus situationnel, ça permet d'avoir un petit écran style 24 pouces qui ne prend pas trop de place comparé au standard 27 pouces pour du 1440p et 32 pouces pour de la 4K. Ensuite, si vous avez une config moyenne gamme ou pas trop ancienne, par exemple RTX 3070, RTX 5060 ou RX 9060 XT, bref dans cet ordre de grandeur, vous pouvez partir sur un écran 1440p. Ici aussi, votre GPU devrait être capable de tenir la cadence et ne devrait pas trop souffrir pour les prochains jeux. L'avantage, c'est que vous allez profiter d'un écran de plus grande taille et donc une meilleure immersion. Par contre, je recommanderais de ne pas dépasser les 27 pouces pour cette définition, sinon au niveau densité de pixels, ça risque d'être un peu limite. Pour finir, si vous avez une RTX 5070 Ti ou une RX 9070 XT, voire plus, vous pouvez vous tourner vers de la 4K sans le moindre souci. Ici, au choix, soit un écran 27 pouces parce que vous n'avez pas énormément de place sur le bureau, soit un écran 32 pouces qui est la taille que je recommanderais pour la 4K sur PC. Ça permet d'avoir une immersion bien meilleure, notamment pour les jeux narratifs. Alors évidemment, ajustez mes recommandations à votre situation aussi. Chaque cas est unique et mes recommandations sont globalement généralistes, donc plutôt à prendre comme un guide de réflexion et pas une vérité absolue. Par exemple, si vous êtes plutôt un joueur compétitif, idéalement ne dépassez pas les écrans 27 pouces. Pourquoi? Eh bien parce que sinon vous allez devoir vous reposer plus sur votre vision périphérique pour jouer et moins sur votre vision directe. En prime, ça vous évitera de tourner la tête dans tous les sens pour observer chaque centimètre carré de votre écran, pour spotter l'ennemi. Bref, vous avez compris. On commence cette sélection d'écran par les écrans 1080p et ici ça va être assez rapide puisque globalement je dirais qu'il faut éviter de mettre des 1000 et des 100 dans des écrans 1080p. Je vous propose ici le Kurui, je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est le G25 11p à 80 €. C'est un écran 24,5 pouces, Fast IPS en 200 Hz et franchement ça fera parfaitement l'affaire, aussi bien pour des jeux compétitifs que pour des jeux solo. En alternative, vous avez le AOC Gaming 24 G42e à 86 €. C'est aussi un écran 24 pouces Fast IPS qui a un taux de rafraîchissement de 180 Hz. Malheureusement, les écrans 1080p sont pas mal délaissés en termes de technologie, du coup il n'y a pas vraiment d'écran OLED dans cette définition pour les gamers, et encore une fois, je pense qu'il vaut mieux ne pas trop dépenser d'argent dans les écrans 1080p, le standard d'achat aujourd'hui étant plutôt du 1440p. Et justement, passons aux écrans 1440p, ici j'ai cherché à vous proposer pas mal d'écrans pour que vous puissiez faire votre choix en fonction de la technologie qui vous intéresse le plus. On va commencer avec un écran IPS de 27 pouces de chez MSI, le MAG 275QF. Il a un taux de rafraîchissement de 180 Hz et affiche une bonne réactivité d'après les tests d'Hardware Unboxed. Les couleurs sont plutôt précises et ne coûtent que 175 €. Ensuite, on a le KTC H27E6, c'est un écran pour lequel j'ai déjà fait une vidéo. C'est un écran 27 pouces, Fast IPS de 300 Hz. Les couleurs sont vraiment très punchy et je dois bien avouer que ça m'a pas mal changé de mon précédent écran.
Au niveau de la luminosité, c'est largement suffisant, même dans des pièces bien éclairées. La nouvelle version de l'écran ne coûte que 220 € en ce moment. Passons maintenant aux écrans OLED, et globalement, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Autant en termes de réactivité que de qualité des couleurs, toutes les dalles affichent quasiment les mêmes performances. On a par exemple le Asus XG27 AQDMG, qui est un écran 27 pouces QD-OLED de 240 Hz. On le retrouve en général aux alentours des 480 € et il a une dalle glossy. Il y a aussi l'Alienware AW2725D, qui est un écran QD-OLED de 280 Hz, qui coûte en général un peu moins cher que l'écran d'Asus, donc globalement aux alentours des 450 €. Il a aussi une dalle glossy. Ensuite, on a le Asus XG27 AQWMG. Oui, les noms sont très similaires, donc faites très attention parce qu'il est question d'un écran WOLED 280 Hz de dernière génération, donc qui profite d'une meilleure luminosité et d'une structure de sous-pixels qui est moins gênante pour la clarté de texte. Par contre, l'écran coûte plus cher avec un tarif de 600 €. En alternative à cet écran WOLED d'Asus, on a le Gigabyte MO27Q28G. C'est exactement la même dalle, donc aussi WOLED 280 Hz. On peut le retrouver en général un peu moins cher, aux alentours des 570 €. À la différence de l'écran d'Asus, cet écran Gigabyte est mat. Pour finir, avec les écrans 1440p, la crème de la crème, le Asus PG27 AQWP. C'est un écran WOLED de 540 Hz. Il est dédié aux joueurs compétitifs très sérieux et ce niveau de performance se paye parce qu'il coûte 1100 €. C'est extrêmement cher et vraiment dédié à un type de joueur particulier. Je vous conseille plutôt de partir sur les modèles moins chers qui seront parfaits pour la majorité d'entre vous. Passons maintenant aux écrans 4K. On commence avec le Gigabyte M27 UP. C'est un écran IPS de 160 Hz et il tourne aux alentours des 338 €. Il a un taux de contraste correct pour une dalle IPS et une bonne réactivité. Il dispose d'un dual mode 1080p 320 Hz. Ensuite, on a le KTC M27P6 qui est un écran équipé d'une dalle mini LED de 160 Hz avec aussi un dual mode pour faire du 1080p 320 Hz. On le retrouve en général aux alentours des 425 €. On a ensuite les écrans OLED avec l'Alienware AW2725Q qui est un écran 27 pouces QD-OLED de 240 Hz et il est aux alentours des 580 € en ce moment, ce qui est vraiment pas cher. En alternative, il y a aussi le Asus XG27 UCDMG aux alentours des 850 €. Il est lui aussi équipé de la même dalle 27 pouces glossy QD-OLED de 240 Hz. De manière générale, si vous trouvez l'Alienware moins cher que l'Asus, partez sur l'Alienware. C'est globalement les mêmes écrans. Ensuite, on a le MSI MPG 321 URX qui est équipé d'une dalle 32 pouces QD-OLED 240 Hz. Il est en ce moment aux alentours des 800 €. Et pour finir, l'Asus XG32 UC-WMG qui est équipé d'une dalle WOLED de 4ème génération en 240 Hz. Il a une finition glossy et profite d'un taux de luminosité supérieur avec 330 nits comparé aux 250 nits des écrans QD-OLED actuels. On le retrouve à 950 € en ce moment. Il propose d'ailleurs un dual mode pour monter à 480 Hz en 1080p. On finit cette vidéo avec les écrans ultra wide. Ici, j'ai deux propositions. Le Alienware AW3423DW, c'est un écran 34 pouces VA de 180 Hz en 1440p. C'est pas le meilleur écran, mais il n'est pas mauvais non plus et a l'avantage de pas être trop cher pour un écran 34 pouces ultra wide puisqu'on le retrouve à 360 €. Ensuite, on a le Alienware AW3425DW qui est un écran QD-OLED de 34 pouces, aussi en 1440p. Par contre, il a un taux de rafraîchissement de 240 Hz. On le retrouve à 630 € environ. Et pour finir, on a l'énorme LG 45 GX 950A qui est un écran 45 pouces 5K WOLED en 165 Hz. Il est juste énorme et l'immersion doit être incroyable. Par contre, il faut un bureau tout aussi énorme pour l'accueillir. Mais le plus gros problème, c'est son prix, 1750 €. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous y voyez un peu plus clair pour choisir votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions sur les écrans qui vous intéressent en commentaire. Je tâcherai d'y répondre. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner. Sur ce, passez de bonnes fêtes de Noël. Prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine. Ciao.